Dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler d'un festival qui dure depuis quelques années, puisqu'il a débuté en 2006. C'est le Festival des Petites Églises de Montagne. Et pour nous parler de ce festival, donc aujourd'hui, l'invité, c'est Bernadette Fantin-Epstein, donc qui a été maître de conférence à l'université Toulouse-Mirail, mais nous parlerons de sa carrière un petit peu après. Pour le moment, je vais la saluer. Alors bonjour Bernadette Fantin-Epstein. Bonjour madame. Alors je suis ravie que vous ayez accepté de nous parler de ce festival qui est peut-être un petit peu moins connu que les autres festivals de la Haute-Pyrénées, mais qui est un festival de qualité, donc qui tourne autour de la musique classique. Alors j'aimerais que vous me parliez d'abord de comment est né ce festival, et ça a été aussi, je crois, le fait de rencontres et d'une rencontre avec Maddy Mesplé. Alors j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu comment les choses se sont passées. Oui, alors à l'origine, en fait, le curé du village de Saint-Lary, Francis Tisnet, avait l'habitude de donner des concerts dans son église, dans l'église du village. Et puis, il a commencé petit à petit aussi à s'intéresser aux petites églises de montagne qui sont un peu abandonnées, toujours fermées, etc. Alors l'occasion de les ouvrir pour donner un concert lui a semblé particulièrement intéressante. Et il en a parlé avec des amis, dont le docteur Oka, Jacques Guillon, Guy Aubin et quelques autres. Et ensemble, ils ont décidé de créer une association qui a été créée en 2006 par Guy Aubin, qui est de Nantes, qui était professeur à la fac de droit de Brest, je pense. Et il y a donc eu au départ surtout des concerts avec des musiciens qui étaient des amis des fondateurs. Et petit à petit, Maddy Mesplé, qui s'était intéressée à la vallée, s'est liée d'amitié avec Francis Tisnet, qui l'a persuadé de participer au festival. Elle en est devenue la marraine, en quelque sorte. Et le festival a pris assez rapidement une ampleur et une grande qualité grâce à l'intervention de Maddy Mesplé en particulier, qui connaissait évidemment beaucoup de monde. Et puis Maddy Mesplé prenait de l'âge. Et je l'avais rencontrée par hasard à Toulouse parce que j'avais eu l'occasion de l'interviewer pour le cercle Richard Wagner, parce qu'elle adorait la musique de Wagner, c'était tombé comme cela. Et je l'ai interviewée quand elle a sorti son livre, son autobiographie. Et on a parlé de Saint-Lary, puisque j'avais un petit appartement moi aussi à Saint-Lary, et elle m'a dit « mais pourquoi n'entreriez-vous pas au festival ?» Et donc j'ai commencé par entrer au festival en tant que membre, et très vite elle m'a demandé de m'occuper de la programmation. Et je suis devenue petit à petit la directrice artistique et la vice-présidente de cette association, dont à l'époque Guy Aubin était encore le président, et ensuite il a été remplacé par Hervé Blanchard, qui s'y trouve encore actuellement. Voilà. Alors il faut préciser que ce festival a un secteur géographique particulier, puisqu'il se situe en Vallée d'Or. Oui, mais on est allé quelquefois en Vallée du Louron et on est allé aussi en Sobrarbe, en Espagne, à San Vicente, à Insa, ainsi qu'à Bielsa. Mais c'est quand même très compliqué et on ne l'a pas fait souvent, il faut le dire. L'essentiel se situe en Vallée d'Or. Alors, votre parcours universitaire, puisque vous avez été maître de conférence donc en littérature comparée, et vous aviez des spécialités donc lettres et musique. Oui. Donc cela vous a permis d'avoir, je veux dire, une ouverture sur le monde musical et peut-être sur les artistes et sur l'histoire aussi musicale. Donc c'est ce qui vous a permis sans doute aussi de pouvoir, en tant que directrice artistique, avoir un large éventail de connaissances, enfin plus que large éventail même.
Oui, ça c'est tout à fait exact. Il faut dire que ma profession, j'étais vraiment en étroite collaboration avec tout le département de musicologie. Et je faisais des cours sur Wagner en particulier, qui étaient obligatoires pour les étudiants en licence de musicologie à la faculté du Mirail. Et j'ai continué donc toute ma carrière d'ailleurs à faire des cours toujours autour de l'opéra, de la musique à programme, de tout ce qui était lien musique et littérature. Oui, c'était vraiment ma spécialité. Et de ce fait, j'étais toujours en relation donc avec la musicologie, les professeurs de musicologie. Et quand j'ai été à la retraite, puis que j'ai rencontré Maddy Mesplé, immédiatement j'ai demandé aux collègues s'ils connaissaient des bons groupes. Et bien entendu, eux-mêmes souvent avaient des petits groupes qu'ils dirigeaient, où ils avaient d'anciens étudiants très brillants qui avaient fait carrière. Et ainsi, petit à petit, de bouche à oreille, de relations, d'amitié, j'ai connu plein de monde et je continue à connaître plein de musiciens de très bonne qualité. Et pas seulement dans la région d'ailleurs, pas seulement sur Toulouse, un petit peu dans toute la France et même quelquefois à l'étranger. Oui, alors c'est important justement par rapport à la programmation artistique donc de ce festival. Alors cette année, pratiquement tous les concerts, sauf celui qui a eu lieu le 13 juillet, mais ils ont tous lieu un mardi soir. Oui. Alors, bon, vous pouvez peut-être me parler rapidement du premier concert qui s'est déjà déroulé le 13 juillet avec les deux artistes donc, qui se sont produits dans l'église baroque de Gouault. Et après, on va passer à la suite de la programmation. Oui, alors ce concert a eu lieu jeudi 13 juillet à 20h30 à l'église de Gouault. Et c'était Sybille Nouguier, qui est professeure au Conservatoire de Toulouse et de Carcassonne, qui était aux orgues, et Philippe Lafitte à la trompette. Philippe est professeur de trompette au Conservatoire de Toulouse. Donc tous les deux des enseignants, mais en même temps de brillants concertistes, parce qu'à côté de leur carrière d'enseignants, ils participent à de nombreux ensembles et des orchestres. Par exemple, Sybille intervient à la Hallogrin avec l'orchestre du Capitole et Philippe Lafitte est intervenu également dans des orchestres. Il a été dirigé par Colin Davis, etc., etc. Donc des musiciens brillants. Et qui reviendront, en ce qui concerne Sybille, elle reviendra l'année prochaine avec une cantatrice. Alors, il faut préciser que cette édition 2023 est placée sous le signe du voyage dans le temps et aussi dans l'espace. Oui. C'est la thématique de cette édition. Oui, c'est une thématique un peu bateau et qui pourrait être la thématique de tous les concerts, si on peut dire, parce que c'est toujours un voyage. Oui, faisons. Oui. Et alors, donc, ce soir, le mardi 18, donc, il y a un concert à la chapelle Sainte-Marie de Saint-Lary-Soulan. Et là aussi, c'est avec une brillante concertiste. Natacha Briadou a fait des études très, très poussées de violon, puisqu'elle a été quand même l'élève de Yehudi Menuhin. Ce n'est pas rien. Et Yehudi Menuhin l'a remarqué et il lui a dit « Vous apporterez beaucoup au monde du violon ». Et ça l'a terriblement marquée. Ensuite, elle est allée à l'école Menuhin de Zurich. Elle est restée assez longtemps. Pendant très longtemps, elle est restée d'ailleurs en Suisse. Elle jouait dans l'orchestre de Zurich. Et enfin, après un parcours un peu international assez important, elle est venue à Toulouse où elle est professeure de violon et elle continue d'être concertiste internationale. Elle va un petit peu partout. Elle est très très brillante. Alors, jouant aussi bien en solo qu'avec orchestre ou en musique de chambre, etc. Moi, je l'ai découverte dans le concerto de Brahms avec l'orchestre Nassau à Toulouse. Et c'était quelque chose d'impressionnant, ça, je peux vous le dire. Et alors, dans le répertoire qu'elle va interpréter ce soir ?
Oui, alors elle va jouer Bach, l'Andante Allegro de la sonate numéro 2, Paganini, le caprice numéro 9 intitulé La chasse, Isaïe, la ballade de la sonate numéro 3, un arrangement par Saint-Lubin de Beethoven, l'impromptu, de Schubert, un arrangement par Ernst du Roi des Aulnes, d'après le poème de Goethe très connu, de Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, qui est magnifique et qui est un arrangement fait par elle-même, par Natacha Triadou, et la danse espagnole de Sarasate. Donc vous voyez, un très très beau programme, mais très classique. Et alors, la semaine prochaine, donc ça sera le 25 juillet, donc Oui. il y aura un concert dans une petite église qui est peinte, puisque ce festival, il faut le préciser, est destiné aussi à mettre en valeur le patrimoine de la Vallée d'Or. Donc ça peut être des peintures, ça peut être l'architecture ou bien d'autres objets de culte aussi. Oui, oui. D'ailleurs, nous avons toujours une très brève petite présentation au début d'un élément précis de l'église, du lieu où nous sommes chaque fois. Et il faut préciser que ce concert à Égette, village, comme c'est au Perché, il aura lieu à 18h30, alors que tous nos autres concerts ont lieu à 20h30. Mais là, comme c'est un petit peu pas difficile, mais enfin, il vaut mieux y voir. Et on a préféré le mettre un peu plus tôt, donc il sera à 18h30. Et alors, dans ce concert, donc, il y aura votre jeune artiste fétiche de l'année. Voilà, exactement. C'est une découverte extraordinaire au cours d'un voyage dans la haute vallée de la Dordogne, à Curmont. Il y avait des masterclass et un concert, et j'ai découvert comme cela cette jeune Cassie Martin, qui à l'époque avait 19 ans, maintenant elle a 20 ans, donc toute jeune, vous voyez, qui est en terminale master au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et qui est à la Sorbonne en même temps, pour préparer donc en même temps une licence de musicologie. Et brillantissime, on a été éblouis par son jeu. Et nous avons commencé à discuter et je lui ai proposé de venir à notre festival, et tout de suite l'idée de venir au fond d'une vallée pyrénéenne l'a passionnée et elle a accepté. Il faut dire qu'elle a participé en 2022 à la tournée de Gauthier Capuçon, Un été en France. Donc beaucoup de personnes ont pu la voir à la télévision. Et elle est lauréate actuellement de très nombreux concours internationaux. Le plus récent, le prix du Silesian Guitar Autumn en Pologne, le premier prix du concours international de guitare de Vienne en 2022, en août 2022 en Autriche, le premier prix du concours international de guitare de Taïwan, premier prix du concours international Alicio Diaz en Autriche, etc., etc. À Paris, évidemment, premier prix du concours international. Elle est brillantissime, elle se présente, elle a le premier prix partout. Elle va dans des festivals à travers le monde entier, en Corée, au Maroc, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Italie, au Portugal, en Bulgarie, Roumanie, Belgique, et j'en oublie. Et elle a joué les
plus grands concertos, dont le concerto d'Aranjuez, bien entendu, avec des orchestres en France et en Pologne. Je dois noter aussi qu'elle a suivi les masterclass de Rick Francerie, qui est un grand guitariste que nous recevons assez régulièrement depuis les débuts du festival. Voilà. Et alors, dans ce voyage autour de la guitare classique, qu'est-ce qu'elle va interpréter ? Alors, il y aura des auteurs que nous ne connaissons pas parce qu'ils ont écrit uniquement pour la guitare. Alors, on ne les connaît pas fortement, comme Regondi, par exemple. Mais il y aura aussi Purcell, le compositeur anglais. Et dans un arrangement par Cassie elle-même, elle a fait un arrangement pour la guitare de Prélude et Allemande de la suite numéro 2. Il y aura également du Bach, la Sinfonia de la Partita numéro 2, un rondo de concert de Nommé Coste, du Schubert, une fantaisie sur des motifs hongrois par Dubez, qui est un concert musicien que je ne connais pas, de la musique espagnole par Mangoré, Segovia d'Ida Presti. On se souvient de la grande guitariste Ida Presti et de son mari Alexandre Lagoya, qui à une époque étaient les plus grands noms de la guitare. Un morceau de Piazzolla, et elle va étonner tout le monde avec un arrangement de La Bohème de Charles Aznavour aussi également, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est classique, à part c'est classique. Et alors, donc, on va poursuivre avec le mardi 1er août, donc ça sera à Vignec. Et alors là, ça sera un quintet de cuivre, avec peut-être un peu la seule entorse que vous allez tolérer à la musique classique. Oui, on aura un peu de blues et un peu de jazz là aussi dans le programme. Voilà. Un programme qui par ailleurs sera surtout autour de Bach à Cosma. Il y aura la Bach qui est très connue, du Rameau, du Pachelbel, Vivaldi, beaucoup de Vivaldi, Beethoven, Khatchaturian, la danse du sabre, bien sûr, et puis Bassin Street Blues, Satin Doll, etc., qui sont des arrangements Genius of Jazz, etc., pour terminer avec Cosma. Alors, il s'agit d'un quintet, donc, avec 2 trompettes, un trombone, un tuba et un cor, et qui tourne surtout autour de Patrick Pagès à la trompette et de Max Fuga au tuba. Les autres étant aussi de excellents musiciens, mais ces deux-là étant également solistes dans de nombreux autres ensembles de musique à Toulouse, et pas seulement à Toulouse. Et tous les deux sont professeurs au Conservatoire de Toulouse. Ils se sont déjà produits, je crois, une année précédente. Ils se sont déjà produits à Vignec il y a 4 ou 5 ans, et ils avaient beaucoup plu parce que la présentation par Patrick Pagès, le joueur de trompette, donc le trompettiste, est très amusante, pleine d'humour, et ce type de concert plaît beaucoup parce que c'est à la fois une audition de très grande qualité, et en même temps c'est présenté de manière très festive. Et alors, donc, le dernier concert donc, sera autour d'une croisière musicale autour de la Méditerranée, à Bourisp. Donc, c'est le mardi 8 août. Et là, il y aura par contre alors un chanteur lyrique. Ce n'est pas un chanteur lyrique, c'est un chanteur de musique traditionnelle. D'accord. Et en fait, au départ, il chantait surtout de la musique corse, parce qu'il est quand même
il est d'origine corse, je pense. Je n'en suis pas sûre d'ailleurs qu'il soit d'origine corse, mais enfin, il s'intéresse énormément à la musique corse. Ce sont des musiques traditionnelles qui sont accompagnées donc d'instruments typiques originaux, et la voix de Johan Genembrandt, qui est d'une famille de musiciens d'ailleurs, accompagne tous ces chants. Alors vous y avez des instruments particuliers, vous y aurez de l'harpe celtique, oud, je ne sais pas trop ce que c'est, oud, guitare, différentes guitares, plein d'instruments à cordes grattées ou pincées, d'arf, centure, du duc, des flûtes, etc. Et des musiques qui viendront de Corse, de Roumanie, de Grèce, d'Italie, d'Arménie, de Turquie. Et ce sont des musiques traditionnelles, mais anciennes, très anciennes. Ils chantent les textes originaux, ce n'est pas traduit. Oui, ça va être un vaste programme. Ah, c'est très agréable, très vivant, parce que c'est Johan qui le présente avec beaucoup d'animation. Et puis, c'est de voir ces instruments très variés. En général, le public adore. Ça plaît beaucoup. Hein, c'est vraiment, et puis ils les dominent complètement, leurs instruments. Ils sont très brillants parce qu'en général, chacun d'eux, ce sont des multi-instrumentistes, donc, comme on dit, et chacun d'eux joue parallèlement dans d'autres groupes. Alors, c'est leur groupe principal, Sentieri, mais il y en a d'autres. Alors, certains viennent d'Italie, d'autres viennent des Alpes, ils viennent d'un petit peu partout. Vous voyez, ce sont pas des Toulousains. À la différence de la plupart des autres musiciens qui sont de Midi-Pyrénées, à part Cassie Martin qui vient d'Orléans, elle, mais tous les autres pratiquement sont attachés soit au conservatoire ou à des ensembles de la région. Eux, pas du tout, ils nous viennent de loin. Et alors, quel est le public qui assiste à ces concerts? Est-ce qu'il y a les habitants de la Vallée d'Or, les touristes? Il y a les deux. Au début, il y avait guère que les touristes, et maintenant, nous sommes contents parce que nous voyons que les gens du pays viennent de plus en plus nombreux assister à ces concerts, s'intéressent, et on l'a remarqué très récemment au concert de Meaux, d'ailleurs, où il y avait beaucoup de personnes du village ou des alentours. Oui, parce qu'en plus, c'est pendant la période estivale, donc c'est vrai qu'il doit y avoir des touristes. Et alors, comment êtes-vous financé? Est-ce que vous avez des mécènes ou des collectivités qui vous financent? Alors, il y a quelques mécènes et quelques collectivités, et puis nous avons notre association, il y a des adhérents, et le prix de l'adhérent est dérisoire. Pour adhérer, disons, c'est 10 €. Mais en fait, si vous donnez à partir de 30 €, comme nous avons le rescrit, cela permet de donner un reçu fiscal. Et c'est déduit des impôts, comme si vous donnez pour n'importe quel organisme culturel ou caritatif. Donc la plupart des gens nous donnent au moins 30 € pour l'adhésion, pour avoir le reçu fiscal. Et nous avons pas mal de bons donateurs comme cela. Après, les mairies participent aussi, bien sûr, la région. Le conseil départemental. Voilà, le conseil départemental, oui, voilà, tout ce qui est, disons, officiel autour de nous. Là, je suis en train de regarder un petit peu, oui, je lis. C'est écrit tellement petit que j'ai du mal, mais je vois, oui, conseil régional, région Occitanie, Haute-Pyrénées, pays d'art et d'histoire, Oloron, Vallée d'Or, etc., etc. Et puis des mairies. Oui. Et alors en 2020, il y a eu un hommage, l'année du décès de Mady Mesplé, un hommage à Mady Mesplé qui a été rendu. Oui, bien sûr, mais on en a fait souvent des hommages, même de son vivant. On avait fêté ses 80 ans, puis ensuite on a fêté d'autres anniversaires, et à de diverses occasions. Chaque fois qu'on avait l'occasion, on lui faisait un hommage, elle était très contente. Et elle était là tout le temps avec sa sœur Gisèle, qui malheureusement a de grosses difficultés financières et ne peut pas trop se déplacer maintenant, Gisèle. Alors donc cela doit vous prendre quand même un certain temps par rapport à la programmation, mais ça ne vous empêche pas d'écrire en même temps.
Non, ça n'empêche pas. La preuve, puisque nous venons de sortir chez Gallimard un ouvrage collectif avec d'autres universitaires, dont une est de la Vallée, Solange Aubert, qui était professeure en Hippocagne à Fermat. Et nous avons sorti un ouvrage, c'est le Carnet brun de Richard Wagner, qui n'avait jamais été traduit, et avec des notes, des commentaires, parce que c'est un journal intime qui était resté caché très longtemps. Il a été publié en allemand en 1975 seulement et un peu sous le manteau en Suisse, alors que Wagner est mort en 1883. Et donc tout ce temps-là, le petit cahier, puisque c'était un petit cahier, était resté caché. Et il avait été traduit un peu plus tard en anglais et en Italie, mais ça a toujours été, on avait l'impression qu'on cherchait à le cacher parce qu'il divulguait des choses que l'on n'avait pas trop envie qu'il soit dites, je suppose. Apparemment, c'était cela. Et nous l'avons donc fait. Il est sorti le 3 mars 2023 chez Gallimard, et il sera en Vallée d'Or à la librairie de Saint-Lary et à la librairie d'Arrault à partir de, pas dans 15 jours, même pas, au moment de la fête du livre d'or, je pense, dans la Vallée, qui est 28, 29, 30 juillet à Saint-Lary. Et alors, vous avez donc fait une thèse sur Wagner. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Wagner ? D'abord, je dois dire que j'étais intéressée, avant d'entendre la musique, j'étais intéressée par les mythes, les légendes, les mythes. Je travaillais beaucoup cela, puisque je suis littéraire à l'origine, même si j'ai fait du piano. Et quand j'ai entendu en particulier l'ouverture de Tannhäuser, à l'époque c'était Beethoven, mon Dieu. Après Chopin, comme je faisais piano, j'avais eu Chopin d'abord, mon adoration, et puis Beethoven, et puis j'adorais Beethoven. Et quand j'ai entendu l'ouverture de Tannhäuser, j'ai trouvé la puissance de Beethoven dans cette musique, avec en plus une ampleur métaphysique, quelque chose qui dépassait tout, et j'étais complètement emportée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai parlé avec Maddy Mesplé, puisque nous nous sommes rencontrés autour de Wagner, elle a eu exactement la même réaction et la même découverte de la même manière que moi. Et elle était une wagnérienne absolue. Et alors la seule chose qu'elle regrettait, c'était que sa voix, une voix magnifique évidemment, mais ne corresponde pas du tout au chant wagnérien qu'elle aurait aimé pouvoir illustrer. Voilà. Est-ce qu'il lui est arrivé de chanter pendant votre festival ou c'était peut-être un peu trop tard ? Non, c'était trop tard. C'était trop tard. Et alors, vous participez quand même toujours au musée virtuel Richard Wagner ? Oui, il a été créé il n'y a pas longtemps par Nicolas Crapane, qui est de Lyon, et qui était notre directeur de travaux, en quelque sorte, pour le Carnet brun, et pour cette publication. Et donc, ce musée virtuel, il est sur Internet. Et le but, c'est de regrouper un bon nombre d'articles de très haut niveau, anciens ou récent, il y a de tout. Et alors, est-ce qu'il y aura une saison qui va être consacrée à Wagner dans votre festival ? Non, je vous dis non tout de suite parce que ça nous demanderait des moyens que nous n'avons pas. On n'a pas un grand orchestre, il nous faut, les voix wagnériennes sont quand même assez rares. J'en connais une qui pourrait peut-être, mais et on n'a pas l'orchestre, alors au piano c'est un peu décevant, alors peut-être à l'occasion mettre un air, essayer de trouver un petit morceau, mais consacrer c'est pas possible. Et puis c'est un compositeur quand même qui est assez difficile à aborder si on n'est pas un peu préparé. J'ai quand même fait 30 ans de cours sur le sujet et je me rendais compte qu'il fallait un certain temps pour que les étudiants entrent vraiment dedans. Il y a bien sûr le coup de foudre de la musique, mais le problème avec Wagner, justement, c'est qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi tout un contexte culturel, littéraire en particulier, mythique surtout, qu'on ne peut pas occulter. En tout cas, c'est intéressant, enfin, c'est passionnant.
Et je vous remercie donc beaucoup pour ce festival, hein, pour avoir abordé la programmation, et puis aussi avoir parlé de ce qui, je vais dire, a un petit peu animé toute votre vie, hein, cette passion aussi pour la musique et la littérature. Et en tout cas, je vous Merci. remercie beaucoup. J'espère que vous allez avoir beaucoup de monde, que vos concerts ne seront pas perturbés par les orages. Ça, on espère aussi. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir consacré ce temps avant le concert de ce soir. Merci beaucoup, C'est moi Bernadette. qui vous remercie. Merci beaucoup, Bernadette Fontaine-Epstein. C'est moi qui vous remercie.